STV, votre télé. En 2018 par le ministre des Travaux publics. À cette date, l'avancement physique global est évalué à 93% pour une consommation des délais de 92% et un avancement financier de 87%. La fin contractuelle des travaux est prévue pour le 19 septembre 2018. Nous sommes satisfaits avec ce qui a été fait. Vous avez vu les aménagements paysagers, 11 000 mètres carrés proche du pont, plus 4 000 mètres carrés du côté de Bonaviri. Ça fait des espaces de détente pour la ville de Douala. Il est question aujourd'hui d'appréhender dans le cadre des études techniques l'aménagement aussi des débarcadères pour permettre aux Camerounais, aux non-Camerounais de venir se distraire sur le bruit. Au 28 mai 2018, le projet d'aménagement de l'accès ouest de la ville de Douala est à près de 93% de taux d'avancement avec le prolongement des délais de février à mai 2018. On l'évalue à près de 107% et une consommation financière de plus de 81%. Sur le site de ce chantier, les indemnisations n'ont pas encore été faites. De nombreux cas d'incivisme et de vandalisme des populations ont été constatés. Problème similaire signalé sur le site des travaux d'aménagement de l'accès est de la ville de Douala. Après la réception provisoire le 16 mars dernier, les travaux en cours financés par le budget d'investissement public 2018 consistent en la construction des déviations. Des chantiers en cours de réalisation dans la ville de Douala, visités par le ministre des Travaux publics et par son secrétaire d'État chargé des routes, une étape dans leur périple qui est allée du 30 mai au 1er juin 2018. Le Social Democratic Front exige la suppression des bureaux de vote dans les casernes militaires. Le parti de la Balance, dans une correspondance adressée au directeur général d'Elecam, menace de passer à une autre étape et à des actions plus vigoureuses si Elections Cameroun n'applique pas le code électoral dans sa globalité jusqu'au 7 juin prochain. Ceci en supprimant les bureaux de vote dans les casernes donc. Société civile et politique croisent les arguments sur cette sortie du STF. Mireille Savier. Nous y reviendrons au cours de ce journal. On parle à présent de l'affaire Manidem avec l'assignation à comparaître de Dieudonné Yebga à laquelle a répondu ce jour Anissé Kane. Au terme d'une journée d'audience référée d'heure en heure, le sieur Dieudonné Yebga sera débouté. C'était donc ce jour au tribunal de première instance de Douala Bonanjo. Léla Renganze. 9h, 11h, 13h et finalement 17h30 pour le délibéré. Le 4e congrès ordinaire du Manidem, le mouvement africain pour la nouvelle indépendance, aura bien lieu ce 2 juin comme initialement prévu. Appelé par Dieudonné Yebga à ordonner la suspension de la tenue du dit congrès, le juge de référé, face aux multiples et complexes problèmes de fond que pose l'affaire, délibérera sur son incompétence à statuer. Ben vous imaginez, on ne se faisait pas beaucoup de sang par rapport à cette décision parce qu'elle est logique, elle va de soi. Bon, Yebga et compagnie nous ont perdu un peu de temps pour correctement finir la préparation du congrès. C'est tout ce qu'on a de regrettable. Mais je pense que la leçon qu'on tire de cette affaire est que bon, on n'est pas président à vie, à tout prix, à tous les prix d'une organisation comme le Manidem. Le président du Manidem doit rester dans la logique, dans la ligne politique et dans l'esprit de notre parti. Le délibéré du juge arrive au moment où une autre décision du sous-préfet de l'arrondissement de Douala 1er interdit la tenue du comité national de coordination du Manidem, projeté pour ce même 2 juin à 9h au même hôtel que le congrès, mais cette fois sous la coordination de Dieudonné Yebga. Une interdiction de plus de l'administration a ajouté à la longue liste déjà reçue par ce dernier depuis que la crise Manidem a éclaté.
La procédure d'aujourd'hui était la première. Nous avons saisi le juge de référé pour l'annulation, la suspension du pseudo-congrès de demain. Mais nous allons attaquer l'acte administratif qui donne des autorisations à une organisation clandestine. Nous allons le faire dans les jours qui suivent. Donc nous allons continuer jusqu'au bout. Pourquoi l'administration a peur de nous? Plus que probable que du congrès de ce 2 juin sorte un nouveau bureau du Manidem, tout comme c'est presque certain que la crise qui divise les militants de ce parti a encore de beaux jours devant elle. Écoutons à présent les 2 principales personnes au centre de cette crise, Dieudonné Yebga et Anissé Kane, 2 protagonistes qui, comme vous le dites, Léla Renganzeu, campent chacun sur leur position. Dieudonné Yebga et Anissé Kane sont au micro du STV. En fait, les enjeux du Congrès sont internes et externes. Évidemment, pour remplacer celui qui est sorti de la ligne politique du parti. Mais il y a 2 enjeux. L'interne, c'est de réorganiser le parti, repartir sur de nouveaux rails, reconstruire l'édifice que cette malheureuse crise a détruit un peu. Et les enjeux externes, c'est le thème du Congrès. Réconcilier notre pays avec son histoire héroïque. La crise anglophone, le mal-vivre dans le pays, le fait qu'il y a des accents de fièvre tribaliste et régionaliste dans le pays, tout ça voudrait qu'on revienne à l'histoire héroïque de notre pays. Pour ceux qui ont lu les vrais écrits de Ruben Omniobe, il avait dit ceci: les traîtres défileront tour à tour devant les écrans lumineux. Et quand j'ai dit cela, nous sommes aujourd'hui en 2018. Sa prophétie est en train de se réaliser. Maintenant, nous avons organisé une réunion de la direction demain à l'hôtel Somatel, qui a été refusé par le sous-préfet de Douala-Pommier. Et ce n'est pas la première dont nous disons que nous connaissons désormais notre ennemi. Et la bataille n'est pas terminée. Nous allons aller jusqu'au bout. Nous ne serons pas les premiers à verser du sang pour ce pays. Notre sang pourra aussi éveiller les jeunes de cette nation. Donc nous irons jusqu'au bout. Au sortir de ce rassemblement de demain, il y aura sûrement un directoire, mais qui n'engage que ceux-là. Si nous sommes dans un état de droit, nous allons continuer notre procédure et l'histoire jugera. Le Social Democratic Front exige la suppression des bureaux de vote dans les casernes militaires. Le Parti de la Balance, dans une correspondance adressée au directeur général d'Elecam, menace de passer à une autre étape et à des actions plus vigoureuses si Elections Cameroun n'applique pas le code électoral dans sa globalité jusqu'au 7 juin prochain, ceci en supprimant les bureaux de vote donc dans les casernes militaires. Société civile et politique croisent les arguments à cette sortie du STF. Mireille Sabzi. Pour soutenir son argumentation, le Social Democratic Front, dans sa correspondance, se réfère au code électoral qui reconnaît au directeur général des élections le rôle de fixer la liste des bureaux de vote à travers toute l'étendue du territoire national, mais également à l'extérieur du pays. Cependant, le même texte, en son article 96, alinéa 1, dit que tout bureau de vote doit se situer dans un lieu public ou ouvert au public. Or, affirme le SDF, au Cameroun, les résultats dans ces casernes sont proportionnels au dispositif frauduleux mis en place. Pour le parti de Nidjon Frundi, les partisans de l'opposition ne peuvent pas s'exprimer librement dans les bureaux de vote logés dans les dites casernes. Le code électoral, dans les articles 83 et suivants, organise la manière dont le bureau de vote devait pouvoir être. Le vote, il faut le savoir, l'élection
pour qu'elle soit démocratique, doit remplir au moins 4 conditions. Elle doit être juste, libre, transparente et régulière. La troisième dimension, qui est la transparence, interdit toute possibilité d'opacité dans le processus électoral. Et lorsqu'un bureau de vote est placé dans un endroit qui n'est pas accessible à tous, alors on viole la troisième disposition, la troisième condition de l'élection démocratique, c'est-à-dire la transparence. Donc, dans les casernes ou dans les chefferies traditionnelles et autres, ça fait partie des choses qui devraient être totalement proscrites. Pour une certaine classe politique, les observations et autres revendications du leader de l'opposition camerounaise sont sans fondement, du moment où les résultats jusqu'ici réalisés par Elekam sont satisfaisants, du moins pour le parti au pouvoir. Jusqu'à présent, on peut dire que Elekam, en tant qu'institution républicaine qui a été créée pour gérer, organiser les élections, a manifesté sa crédibilité. Dans les années 90, j'ai entendu ces débats et surtout ces polémiques, ceux qui pensaient qu'il ne faut pas mettre les urnes dans les palais traditionnels ou dans les casernes. Ces débats, on avait dépassé ces débats, puisque maintenant, je crois que Elekam, après on est deux, Elekam a montré qu'il est un acteur qui veut l'évolution du Cameroun dans le sens positif et qu'il ne va pas faillir. L'injonction du SIF signée de son président régional pour le centre, Emmanuel Tonga, intervient à quelques mois de l'élection présidentielle qui devrait se tenir entre le 14 septembre et le 14 octobre 2018. De femmes candidates aux prochaines échéances électorales au Cameroun, c'est le thème du deuxième forum national sur l'engagement des femmes en politique organisé ce vendredi ici à Douala par l'Association des femmes engagées pour le développement au Cameroun. Il était question d'outiller les participantes pour qu'elles soient plus présentes en politique lors des prochaines élections électorales. Makeda Lidineto. Amener les femmes à participer davantage à la gouvernance locale, c'est l'objectif recherché par l'Association des femmes engagées pour le développement du Cameroun. Ce vendredi 1er juin, elle a regroupé à Douala les femmes issues pour la plupart du milieu politique dans le cadre du deuxième forum national sur l'engagement des femmes en politique. Nous nous sommes rendus compte qu'autour de nous, il y a des femmes qui ne savent pas qu'elles doivent s'intéresser à la politique. Et celles-mêmes qui se sont déjà intéressées, elles ne prennent pas la décision elles-mêmes d'être candidates à des élections. Ce qui fait en sorte qu'on s'est donc dit que si nous organisons un séminaire où il y a des femmes politiciennes, il y a des femmes non politiciennes, il y a des femmes sympathisantes de la politique et les personnes aussi handicapées, ces personnes pourront, dans le cours de temps, s'intéresser à la politique. Les femmes représentent en effet 50% de la population mondiale et un peu plus au Cameroun, si l'on s'en tient au recensement de 2005 qui indique qu'il y a 50,6% de femmes. Malgré cette supériorité numérique, elles demeurent sous-représentées en tant qu'électrices, dirigeantes et élues. Comme nous sommes dans une année électorale, il ne faudrait plus que les femmes soient seulement des compléments d'effectifs dans les listes, que quand on leur demande d'être candidates, que cela vienne d'abord, premièrement, de leur propre gré. Entre les élections de 2007 et 2013, le Cameroun a enregistré tout de même une progression arithmétique. L'on compte par exemple 56 femmes sur 180 députés à l'Assemblée nationale contre 25 par le passé et 26 femmes maires contre 22 en 2007. Une société de cautionnement mutuel des petites et moyennes entreprises et des très petites entreprises a été créée ce 1er juin 2018 ici à Douala. C'était au cours de l'Assemblée générale de la Bourse de sous-traitance et de partenariat du Cameroun. Au cours de cette rencontre, 3 membres du comité de surveillance ont été élus. Je vous propose d'écouter Eric Elundou et Marthe Banjon-Pen. Ils sont respectivement consultants et secrétaire général du ministère des petites et moyennes entreprises. C'était le cautionnement mutuel, c'est simplement une structure qui s'appuie sur 3 piliers.
Le premier pilier, c'est l'encadrement technique et opérationnel des PME. Le deuxième pilier, c'est l'offre de caution de garantie financière. Et le troisième pilier, c'est la facilitation de l'accès au financement. Et l'objectif de cette première expérience, c'est de pouvoir amener les entreprises de sous-traitance à se mettre ensemble, non seulement pour pouvoir soumissionner à des marchés plus importants, mais également pour mobiliser elles-mêmes une partie des ressources qui vont constituer le fonds de garantie initiale, qui sera complété par des ressources venant d'autres partenaires financiers. Beaucoup de choses vont changer parce qu'en fait, il s'agit d'un défi, le financement des PME. Vous avez suivi le chef de l'État, il dit améliorer l'accès au financement des PME. On ne redira jamais assez que le poumon, l'oxygène d'une économie, c'est les PME. Et quand les PME suffoquent, toute l'économie suffoque. Donc, si les PME ont un meilleur accès au financement, nécessairement elles vont produire mieux, elles vont produire plus, de manière non seulement à satisfaire la demande locale, mais également à effectuer des exportations. On parle d'éducation, l'enseignement secondaire s'arrime au numérique. Dès la rentrée scolaire prochaine, contributions exigibles et frais d'examen officiels seront perçus par paiement électronique auprès des compagnies de téléphonie mobile et autres sociétés de transfert d'argent. L'objectif est d'assurer la transparence, la sécurité et la traçabilité de ces fonds. La signature des mémorandums d'entente a eu lieu ce jour à Yaoundé entre le MINESEC et les opérateurs économiques. On va à l'étranger où l'information est dans le Round-up Afrique avec VOA. Au Mali, le gouvernement a adopté un projet de loi d'entente nationale destiné à réparer les relations intercommunautaires mises à mal par la crise. Le nord du Mali était tombé début 2012 sous la coupe de groupes djihadistes. Au Nigeria, les agents de la santé ont interrompu une grève de 6 semaines qui visait à demander une hausse de salaire et de meilleurs services dans les hôpitaux. Des négociations sont en cours avec le gouvernement. En RDC, 16 militants ont été interpellés lors d'une marche contre l'insécurité et les groupes armés qui enlèvent les civils dans l'est du pays. Une vingtaine de civils ont été enlevés dans le territoire du Rutshuru, au nord de Goma, la capitale provinciale du Nord Kivu. L'Organisation des Nations Unies dénonce l'assassinat d'au moins 12 migrants qui tentaient de s'enfuir d'un camp en Libye. Ils étaient détenus et torturés par des trafiquants qui les ont abattus par la suite. En sport, s'achemine-t-on vers une sortie de crise à la Fédération camerounaise de football? Les membres du comité de normalisation étaient en conférence de presse hier à Yaoundé, conférence durant laquelle le plan d'action pour une sortie de crise a été présenté à la presse. Entre autres initiatives, la désignation d'un nouvel entraîneur, l'élection d'un nouvel exécutif à la FECAFOOT. Au regard de certains analystes sportifs, c'est une période délicate qui s'annonce. Olivier Bouzik. Pour le comité de normalisation, la situation est sous contrôle à la Fédération camerounaise de football. Au centre de cette crise, l'élection d'un nouvel exécutif au sein de l'instance laitière devrait intervenir le 3 août prochain suivant le plan d'action de l'équipe API. Sauf que, au regard de certains analystes sportifs, il reste à clarifier davantage les modalités de participation et de déroulement du scrutin. Il faut le dire, ce ne sont pas les personnes physiques qui prennent part aux élections, mais la Fédération camerounaise de football est constituée des clubs. Et ces clubs, c'est eux qui devraient voter, même si c'est à travers des personnes qui les représentent. Donc, c'est des clubs, comme on l'a dit, qui ont fonctionné de 2011 à 2012 et en 2013. C'est ça qui a été clairement dit. Et maintenant, ces clubs qui ont existé à cette période et qui se sont à nouveau, qui n'ont pas cessé d'exister et qui font partie du championnat, des championnats régionaux et départementaux, parce qu'en réalité, ce sont des clubs amateurs. Donc, ce sont des clubs qui auront, n'est-ce pas, qui disputent en ce moment les championnats qui se déroulent dans nos régions et dans nos départements. Donc, c'est les deux conditions cumulées. Je crois que c'est une solution pour éviter justement les clubs fictifs parce que, voyez-vous, entre 2013 et 2017, il y a eu une floraison de clubs qui ont... Il y a justement une création en cascade des clubs. On ne sait pas comment certaines personnes ont fait pour devenir président de club. Selon leur chronogramme, les membres du comité de normalisation
envisage rendre public d'ici peu l'identité du prochain entraîneur des Lions indomptables, chose qui devrait pourtant être faite il y a quelque temps à en croire ces consultants. La première des choses, c'est qu'on n'a pas compris comment est-ce que un employeur peut se déplacer pour aller vers l'employé afin de l'auditionner. Mais selon certaines explications, on nous dit que en fait, pour des grands postes, c'est l'employeur qui se déplace. Rassurez-vous, ils nous ont dit que le secret, qu'ils vont garder le secret parce qu'ils ne peuvent pas dévoiler la liste de ces candidats shortlistés. Et nous, on comprend rapidement pourquoi. Parce que vous savez, au Cameroun, on nous a habitués à aller toujours choisir un entraîneur qui n'a pas fait partie de la shortlist. Et ils ont bien peur, les membres du comité de normalisation ont bien peur de dévoiler les noms des entraîneurs shortlistés et qu'à la fin, on vienne choisir justement des entraîneurs, ou bien choisir un entraîneur qui n'a pas fait partie de la shortlist. Les 2 prochains mois s'annoncent ainsi difficiles pour mettre à pied ses congénères qui ont par ailleurs annoncé la fin de leur mandat prévu le 31 août prochain. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Bon début de week-end en compagnie des programmes de Spectrum Télévision. Dès lundi, même heure, même chaîne, vous retrouverez les Larènes Ganze. STV, votre télé.